tous et bienvenue sur ce plateau sur lequel nous allons parler décarbonation, sol, biodiversité. Comment adopter une approche globale avec mes intervenants à ma droite tout de suite, Morgane et Naf. Bonjour Morgane et bienvenue. Vous êtes manager transition bas carbone chez AgroSolutions, qui est un cabinet de conseil en agriculture et environnement. À côté de vous, Camille Guérin, bonjour et bienvenue. Vous nous venez tout droit du Canada. On va faire avec l'accent canadien du coup. Responsable agriculture régénératrice chez McCain. Et en face de moi, Damien Ferrand, bonjour et bienvenue, directeur de région et de la transition agricole chez Oxiane. Je voudrais qu'on démarre avec vous, Morgane, emparez-vous d'un micro. Vous êtes, je l'ai dit, donc AgroSolutions, cabinet de conseil en agriculture et en environnement. Vous êtes dans l'accompagnement et l'expertise des filières agricoles et agroalimentaires. Vous accompagnez les coopératives avec des outils de calcul multi-indicateurs. Est-ce que vous pouvez nous présenter ces outils en quelques mots ? Oui, tout à fait. C'est vrai que chez AgroSolutions, on essaye d'avoir une approche la plus transversale des enjeux, notamment sur les enjeux climat, sol, biodiversité, essayer d'avoir une approche vraiment croisée de ces trois enjeux pour faire avancer les choses en parallèle. Et en termes d'outils, alors on va mobiliser différents outils. On s'appuie beaucoup sur l'analyse de cycle de vie notamment, qui est une méthode en fait qui va nous permettre d'avoir une multitude d'indicateurs sur la qualité de l'eau, le climat, la qualité du sol, la qualité de l'air. Et c'est par exemple une démarche des outils qu'on mobilise à l'échelle du blé. C'est un travail qu'on a fait pour Mondelez pendant 8 ans. On les a accompagnés avec justement une évaluation multicritère de leur blé dans le cadre de leur charte de progrès l'U-Harmonie. Et ça permet en fait d'évaluer les pratiques agricoles tous les ans mises en place à l'échelle des parcelles pour évaluer dans quelle mesure ça va permettre d'améliorer l'empreinte environnementale du blé sur l'ensemble de ces enjeux et du coup de faire évoluer la charte et le cahier des charges année après année. Donc ça va être un outil vraiment multi-indicateur. Après, on a aussi certains de nos clients qui vont travailler plus trop d'abord par l'angle de la décarbonation. Oui. Effectivement, aujourd'hui, il y en a beaucoup qui s'intéressent en priorité parce qu'il y a une pression importante sur le sujet de la décarbonation. Et donc, on va les accompagner avec des outils spécifiques pour modéliser les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les sols avec cet angle décarbonation. Et puis, c'est dans un deuxième temps, après, qu'on va les accompagner sur des sujets biodiversité, par exemple. Parce que voilà, après avoir travaillé une feuille de route décarbonation, ils vont vouloir venir ajouter cet angle biodiversité. Et donc là, on a des outils aussi assez spécifiques. On est formé un outil, par exemple, qui s'appelle le Global Biodiversity Score, le GBS, qui est un outil qui permet de faire du calcul d'empreinte biodiversité des productions agricoles, des territoires, des entreprises. Et donc ça va permettre, par exemple, de venir évaluer une feuille de route de décarbonation qui avait été travaillée sous l'angle vraiment carbone, d'évaluer un peu l'impact des pratiques sous l'angle biodiversité pour évaluer si les pratiques elles sont aussi cohérentes d'un point de vue biodiversité que carbone et éventuellement de les ajuster. On peut dire aujourd'hui que AgroSolutions est engagé dans un troisième voie de l'agriculture dont on parle tant, agriculture à impact, agriculture de résultats. C'est pour cette raison précisément que vous développez des calculateurs qui visent à montrer la performance des exploitations sur l'empreinte carbone ? Oui, on essaye effectivement d'avoir des indicateurs vraiment couplés avec des indicateurs à la fois de résultats et des indicateurs de moyens. Oui. Donc on va par exemple coupler des indicateurs de résultats avec des émissions calculées, avec par exemple les émissions de gaz à effet de serre, le stockage de carbone dans les sols. On va aussi aller chercher des indicateurs basés sur de la mesure. La teneur en matière organique des sols qu'on va aller chercher que avec de la mesure. La diversité en termes d'espèces. La diversité microbienne par exemple des sols aussi. Et puis on peut aller ajouter un certain nombre d'indicateurs plutôt de moyens, par exemple sur la biodiversité. C'est complexe d'aller faire des comptages en parcelles des espèces, de la diversité. Du coup, on va essayer d'aller travailler des indicateurs plutôt prédictifs de la biodiversité qui vont être basés vraiment sur les pratiques mises en place par les agriculteurs. Donc
la diversité culturelle des espèces, la mise en place des couverts, les infrastructures agroécologiques. Et ça va nous donner en fait une idée de la diversité, de l'abondance, de la biodiversité sur l'exploitation. L'idée, c'est vraiment que on ait des indicateurs qui soient multifactoriels. Ouais, et puis qui puissent être renseignés par l'agriculteur, qui ne soient pas trop coûteux, trop complexes à renseigner, parce que sinon, ils ne sont jamais renseignés, on n'a pas de données. Donc, on cherche vraiment cet équilibre entre quelque chose avec de la donnée qu'on va pouvoir aller collecter et qui donne un résultat interprétable, quoi. Mais pourquoi ce choix multifactoriel ? Pourquoi ne pas se cantonner juste à une approche 100% carbone ? Ce qu'il faut avoir en tête un petit peu, c'est qu'aujourd'hui, sur les sols cultivés, la majorité des sols cultivés, par exemple, déstockent du carbone. On le voit dans les résultats qu'on a, nous, avec l'outil Carbon Extract. On voit qu'il y a beaucoup de tendances des sols cultivés au déstockage de carbone. Et en fait, c'est l'étude 4 pour 1000 de l'INRA qui montrait aussi ça. On a une tendance vraiment au déstockage dans les sols cultivés. Et donc, c'est un impact pour le climat parce que c'est des émissions en plus. Mais c'est aussi surtout un impact pour l'agriculture, pour l'alimentation, parce que quand on perd de la teneur en matière organique, on va perdre de la fertilité, de la minéralisation et du coup de la résilience vraiment pour l'exploitation, quoi. Donc cet enjeu sol, il est vraiment capital. Et l'enjeu biodiversité également, parce que c'est une étude là, de Novasol qui montrait ça. Ils ont fait l'expérience de regarder ce qui se passait quand on perdait 30% de la diversité microbienne du sol. Oui. Et en fait, quand on perd 30% de la diversité microbienne du sol, alors ce qu'ils disaient, c'est qu'on perd 40% de minéralisation de l'azote, on perd 50% de production végétale, et on multiplie par 5 le temps de survie des pathogènes. Donc en fait, on se rend compte que ce sujet biodiversité, il est vraiment capital aussi pour la résilience des cultures et surtout dans un contexte de changement climatique qui va s'accentuer. Donc l'idée, c'est d'avoir une vision globale de tous ces enjeux. Camille Guérin, McCain, on rappelle en quelques mots, groupe familial canadien, c'était pas une blague tout à l'heure, c'est vraiment du Canada, implanté en France depuis 1981 avec 3 usines sur le territoire et une relation directe avec 800 agriculteurs dans tout l'Hexagone. La pomme de terre, c'est quand même les Hauts-de-France majoritairement. Vous avez pris l'angle, vous, Camille, chez McCain, l'adaptation au changement climatique. Pour quelles raisons ? Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, on travaille main dans la main avec plus de 800 agriculteurs en France, principalement effectivement situés dans les Hauts-de-France. Et ce qu'on aime dire, c'est que notre succès est lié au succès des agriculteurs. Et donc aujourd'hui, on sait que la pomme de terre est une culture sensible au stress de manière générale et en particulier au stress lié au changement climatique. Et on voit qu'il y a de plus en plus d'aléas climatiques et quand on regarde les prévisions pour les années à venir, on voit bien qu'il va y avoir de plus en plus d'événements climatiques intenses, que ce soit des fortes pluies au printemps et à l'automne au moment de l'implantation ou de la récolte de la pomme de terre, ou un manque d'eau l'été. Et donc l'entreprise, pour améliorer justement la résilience des exploitations et faire en sorte que la pomme de terre soit plus résiliente face aux aléas climatiques, a pris l'engagement en 2021 de déployer l'agriculture régénératrice sur 100% des parcelles de pommes de terre partout dans le monde. Donc c'est un engagement du groupe. Et donc nous avons mis en place en 2022 un programme spécifique à la France, justement pour s'adapter plutôt que atténuer notre impact, mais vraiment comment faire pour demain, aujourd'hui continuer à produire la pomme de terre, mais surtout demain continuer à produire de la pomme de terre sur notre territoire. Alors, vous êtes accompagné dans cette démarche par AgroSolutions, dans cette démarche de décarbonation, avec notamment l'utilisation d'un calculateur. Avec quelle vocation finalement ? Alors, effectivement, nous avons pu être accompagnés par les équipes d'AgroSolutions dernièrement pour mettre en place un calculateur qui permette de simuler l'impact de la production de pommes de terre, de fonction des différents itinéraires de production de pommes de terre. Oui. Sur l'impact climatique, donc la mesure de gaz à effet de serre en kilos de CO2 par tonne de pommes de terre. Et ça nous a permis en fait de tester différents itinéraires techniques. Donc par exemple de mettre tel type d'engrais plutôt que tel autre, ou telle quantité de produits phyto plutôt que telle autre quantité, et ainsi de suite, et de simuler l'impact et d'identifier donc les leviers
à mettre en place au sein des exploitations avec lesquelles nous travaillons. Alors justement, concrètement, comment vous accompagnez les agriculteurs dans cette démarche ? Alors comme je le disais tout à l'heure, on a mis en place un programme dédié à l'agriculture régénératrice en 2022. Oui. Et dans ce programme, il est composé de 3 piliers. Le premier pilier, c'est le pilier technique. Donc nous finançons des formations par des experts externes à Maken, qui sont des experts français de l'agriculture régénératrice. On finance aussi la mise en place d'essais pour tester des pratiques, identifier celles qui fonctionnent, celles qui ne fonctionnent pas, et pouvoir ensuite accompagner les agriculteurs dans la mise en place de ces pratiques. On a également un pilier commercial où on propose un contrat dédié à l'agriculture régénératrice avec une prime associée à la mise en place de pratiques. Et on a également un pilier financier où on a un partenariat avec le Crédit Agricole pour proposer des prêts à taux zéro pour du matériel dédié à la transition vers l'agriculture régénératrice. Pour qu'on parle vraiment très très concrètement ici, Camille, vous nous l'avez dit, la pomme de terre, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une culture très risquée. Comment est-ce qu'on diminue le risque sur cette culture ? Effectivement, la pomme de terre est une culture risquée parce qu'elle nécessite un fort capital et elle est très liée, comme je le disais, au contexte pédoclimatique. C'est une culture sur 3 mois, 3-4 mois, donc vraiment très court, au moment en plus où il peut y avoir des sécheresses, c'est l'été. Donc effectivement, il y a un sujet de risque, de gestion de risque qui est très fort pour la culture de pommes de terre. Et donc, comment est-ce qu'on diminue le risque ? C'est via la mise en place justement de ce programme en fait, et de l'accompagnement des agriculteurs, que ce soit un accompagnement financier, comme je disais, avec une prime qui va entre 200 et 300 euros l'hectare, qui permet de prendre en compte les surcoûts liés à la transition, les potentiels surcoûts et la prise de risque de l'agriculteur, mais également via de l'accompagnement technique. Donc comme je disais, on finance des formations, des techniciens qui vont dans les exploitations pour faire des diagnostics individuels et des plans d'action aussi individuels. Est-ce que vous avez d'ores et déjà des résultats, retour sur investissement de la mise en place de ces outils, de ces pratiques ? Nous avons déjà de nombreux résultats positifs, oui. Notamment sur certaines pratiques. On a pu tester la mise en place de couverts, par exemple, multi-espèces, donc avec des légumineuses versus des couverts très simples avec 1 ou 2 espèces. Et on voit qu'on a amélioré en moyenne de plus de 3% les rendements de la pomme de terre qui suit ces couverts-là. On a aussi fait des essais sur le labour, par exemple, sur la réduction du labour, ou carrément l'absence de labour. Et on voit qu'on a, dans la plupart des cas, une augmentation de rendement de 6%. Quand on a l'utilisation de non-labour, on va dire, donc remplacement du labour, ce qui n'est pas négligeable, effectivement. Merci beaucoup. Damien Ferrand, directeur de région et de la transition agricole chez Oxiane. Oxiane, groupe coopératif agricole et agroalimentaire, 7000 agriculteurs actifs et près de 2000 collaborateurs. Votre vision, c'est construire une agriculture d'avenir et cultiver l'esprit coopératif. Dans cette construction et cette vision d'Oxiane, vous souhaitez être, et je vous cite, le fer de lance de l'agroécologie. Expliquez-nous, dites-nous quel était le contexte et qu'est-ce que vous avez mis en place au fil du temps qui vous a permis d'aller vers cette agroécologie ? Alors effectivement, donc on avait fait une feuille de route qui était écrite par notre conseil d'administration d'être le fer de lance de l'agroécologie et on avait construit au fil du temps, on s'était intégré dans des filières à cahier des charges, on avait développé déjà des approches complètes d'exploitation comme le HVE haute valeur environnementale. On s'était petit à petit aussi intéressé au label bas carbone par le biais d'appels à projets et en s'appuyant sur des outils comme Carbon Extract pour essayer de comprendre la mécanique du marché du carbone et des méthodologies de calcul et des leviers agronomiques qui en découlaient. Et puis avec des relations avec quelques agro-industriels, on a commencé en tout cas il nous manquait une pierre en tout cas à l'édifice de notre accompagnement, c'était l'agriculture régénératrice. Et justement on avait par le biais d'un partenaire un projet qui s'appelle Arabier avec McDonald's qui nous a accompagnés dans un pilote d'une vingtaine d'exploitations sur l'agriculture régénératrice et s'appuyer sur un référentiel sol vivant qui nous a permis en tout cas de compléter on va dire notre nombre d'indicateurs sur le suivi de la performance d'une exploitation dans ce cadre-là. Et fort de tout cela, à un moment, on s'est rendu compte qu'on avait besoin d'avoir un réceptacle de l'ensemble de nos démarches sur une seule démarche et on a créé notre propre démarche de transition. Alors, qui, un peu comme l'image de Maken, accompagne sur la décarbonation, mais pas que. Mais nous, sur l'ensemble des surfaces cultivées de l'exploitation, donc chez nous, on n'a pas la chance de pouvoir faire de la pomme de terre, mais on fait du blé, du maïs, du colza, du tournesol, et c'est finalement de trouver de la résonance de cette transition sur l'ensemble de ces cultures à l'échelle des exploitations de la coopérative. Et donc, on a mis en place cette démarche autrement.
Combien est-ce que vous avez embarqué d'agriculteurs dans cette démarche et pourquoi finalement? Alors c'est une jeune démarche puisqu'on a inauguré effectivement le lancement fin octobre 2024. Oui, c'est tout récent. C'est vraiment tout récent, mais pour lequel on avait quand même déjà commencé à travailler sur un pilote d'une trentaine d'exploitations qui nous a permis d'évaluer nos 11 indicateurs de performance qui nous permettent vraiment de mesurer la performance des exploitations sur des enjeux de régénération des sols, mais pas que. On s'appuie sur la partie biodiversité, sur la partie de la réduction de la dépendance aux intrants, sur la qualité ou la gestion de l'eau. Et puis, on est sur un secteur polyculture élevage. On s'est aussi attaché sur l'autonomie protéique et énergétique des élevages. Donc, on a essayé d'être le plus complet possible parce que c'est aussi l'idée de travailler sur l'ensemble du système de l'exploitation et de faire évoluer l'ensemble du système. Et bien évidemment que la partie carbone reste une clé de voûte de ce fonctionnement. Oui, juste pour terminer, donc on a un pilote qui est fini là sur la campagne 24. Et là, on lance vraiment, on fait ce qu'on appelle le passage à l'échelle pour aller chercher une centaine d'exploitations que l'on engage dans cette démarche. Alors justement et concrètement, comment vous les amenez vers cette décarbonation, cette biodiversité des sols, etc. Donc l'objectif, c'est effectivement de partir toujours sur un constat et un premier diagnostic initial qui nous permet de faire ce qu'on appelle un T0 pour justement connaître la situation de l'exploitation. C'est pour ça aussi qu'on a construit 11 indicateurs propres sur lesquels seule l'exploitation a ses propres leviers. En tout cas, il n'y a pas de risque d'effet de bord par le climat ou en tout cas des événements extérieurs. Et du coup, à partir de ces éléments-là, on essaie de qualifier l'exploitation selon 3 niveaux de performance et on lui construit un plan d'action sur l'ensemble de ces 11 indicateurs. Alors effectivement, on a orienter ou accentuer les premières années sur l'évaluation ou l'amélioration sur la partie régénération des sols, puisque c'est quand même un des vrais moteurs de l'agriculture maintenant. Et puis petit à petit, on étale ça sur l'ensemble de nos dispositifs. Ça va faire beaucoup de data à collecter ou déjà collecter. Qu'est-ce qu'on fait de toute cette data ? C'est un enjeu crucial. C'est un enjeu crucial, effectivement. Et donc, ça, c'est une question qui est assez récurrente au niveau de la coopérative et pour laquelle on a essayé de trouver des solutions, on va dire, technologiques, directes. Aujourd'hui, on s'appuie, nous, sur des collectes de données automatiques à travers donc, des outils de traçabilité. Donc, on va les citer parce que ça fait partie de nos partenaires. On s'appuie sur la société Scopix qui nous permet, avec des trackers, de récupérer automatiquement toutes les interventions d'une exploitation sur l'ensemble de son parc matériel. Donc ça aussi, c'est du temps de gagner pour nous et de la fiabilité de la data, puisque derrière, finalement, on a la data au fil de l'eau qui nous permet d'avoir des vrais calculs d'indicateurs avec une certaine fiabilité. Et puis après, on utilise aussi les outils d'agro-solutions comme SMAG Farmer qui nous permet d'être le réceptacle de l'ensemble de ces interventions et que l'on va après injecter pour calculer nos indicateurs. Oui. Camille, je reviens à vous un instant. Quels sont les défis, les challenges auxquels McCain est confronté aujourd'hui finalement ? Dans ce monde de transition, on va dire. Beaucoup de challenges. Si je devais vraiment nommer deux challenges, le premier, c'est qu'aujourd'hui, on travaille, nous, que sur la pomme de terre. Oui. Parce qu'on achète uniquement des pommes de terre auprès des agriculteurs. Mais en fait, l'agriculteur, s'il fait sa transition, c'est à l'échelle de son exploitation. Bien sûr. Et aujourd'hui, on voit de plus en plus d'entreprises ou de coopératives qui, justement, déploie des programmes spécifiques comme peut le faire McCain, et aujourd'hui on a des indicateurs qui sont différents. Donc un des challenges, c'est comment est-ce qu'on fait en sorte qu'on utilise les mêmes indicateurs pour piloter la transition des agriculteurs, et comment aussi on met en place plus de moyens économiques pour accompagner les agriculteurs dans la transition. Donc pour moi, c'est vraiment ça les deux challenges, c'est comment on adresse toutes les cultures de la rotation, donc travailler avec d'autres acheteurs de matières premières pour avoir les mêmes indicateurs et mettre aussi plus de moyens financiers pour engager les agriculteurs dans la transition. Morgane, est-ce qu'on peut parler d'avenir ? Quels sont vos projets à venir ? Je crois que vous êtes impliqué dans 2 projets de recherche, je crois. Est-ce qu'on peut en parler ? Oui, on travaille effectivement sur des projets de recherche pour justement sur des indicateurs et dans cette idée de faciliter le calcul d'indicateurs, de les automatiser au maximum pour fluidifier les démarches. On est dans un projet qui s'appelle le CASDAR Apprivoise, aux côtés de l'ACTA, la SCARA, Arvalis et SMAG. Et c'est un projet dans lequel on cherche à développer des indicateurs de la biodiversité, donc prédictifs de la biodiversité, donc vraiment basés quand même sur les pratiques de l'agriculteur et à l'échelle de l'exploitation. Et l'idée, c'est que les indicateurs ils soient automatisés sur la base des données déjà présentes dans les outils de gestion parcellaire.
Et donc, in fine, donc là, le projet il court de 2023 à 2026. En 2026, l'idée, c'est que dans SMAG, notamment, il y ait des indicateurs biodiversité qui soient automatiquement calculés sur la base des données présentes dans les outils parcellaires. Donc ça, c'est dans le cadre de programmes tels que celui d'Oxiane, par exemple, ça peut permettre aussi d'alimenter avec des indicateurs déjà calculés. Donc ça, c'est un premier projet de recherche. Et sur les sujets carbone, on travaille aussi dans cette idée de vraiment fluidifier la donnée. Sur la partie stockage de carbone dans les sols, on sait que c'est vraiment important d'aller chercher de la donnée fiable, notamment par exemple sur la biomasse découverte. Un des enjeux importants pour augmenter le stockage de carbone, c'est vraiment le levier couvert. Et ce qui va être déterminant pour savoir de quelle quantité on augmente le stockage de carbone dans les sols, c'est la biomasse que peuvent produire ces couverts. Et voilà, l'imagerie satellite peut apporter un certain nombre de réponses pour faciliter le calcul et l'évaluation de cette biomasse. Et donc, on est dans un projet de recherche européen pour essayer de aller chercher de la donnée d'imagerie satellite, les injecter dans des outils de calcul et automatiser tous ces calculs de stockage de carbone dans les outils numériques. Et vous reviendrez nous en parler, Camille. Allez-y, c'est à t'allumer. Juste pour rebondir sur ce que Morgane disait, un des gros enjeux aussi, et pour répondre à la question, c'est comment est-ce qu'on montre aux agriculteurs que toutes ces pratiques, justement, par exemple, qui vont améliorer le stockage ou qui vont diminuer les émissions, sont pertinentes pour eux et ont un impact positif, soit une sécurisation des rendements, donc plus de résilience, soit carrément, dans l'idéal, une amélioration des rendements et donc une amélioration du revenu de l'agriculteur. Donc c'est ça aussi le vrai challenge sur toutes ces pratiques-là, comment on montre qu'elles sont positives pour l'agriculteur. On arrive presque au terme de ce plateau, mais quand même un dernier petit tour de table à tous avec une question un peu globale. Décarbonation, sol, biodiversité, comment finalement adopter une approche globale? Est-ce que c'est pas là justement la difficulté, Damien? Oui, est-ce que c'est une difficulté? Non, au contraire, je pense que nous, on a construit une démarche qui nous permet en tout cas de challenger cette difficulté. En tout cas, on est prêt pour affronter ces éléments-là, pour accompagner techniquement les agriculteurs. Enfin, je rejoins, je pense que l'objectif, ce n'est pas de chercher de la décroissance, au contraire, c'est de trouver de la résilience sur les exploitations pour que demain, on puisse continuer à produire pour les industriels. Je pense qu'ils sont en vraie attente que l'agriculture française continue à être en tout cas performante, et ça fait partie d'un des enjeux. Mais ça veut dire que derrière tout cela, il y a eu l'économique à travailler et à voir, mais pas qu'à l'échelle de l'agriculteur, de l'industrie agroalimentaire. Il faut aller jusqu'au consommateur. Il faut que le consommateur aujourd'hui soit vraiment prêt à investir et à aider à cet investissement dans cette agriculture-là, qui doit donner en tout cas de la souveraineté nationale en termes d'alimentation en tout cas. De la fourche à la fourchette. Morgane, un petit mot de conclusion? Oui, je pense que ce qui est intéressant effectivement, c'est que on voit qu'il y a un vrai intérêt pour avoir une approche globale de mutualiser les démarches. C'est vrai que c'est compliqué de travailler filière par filière parce que les leviers, ils sont vraiment à l'échelle de l'exploitation, vous l'avez dit tous les deux. Et je pense qu'effectivement, les coopératives, elles sont déjà nombreuses à le faire, mais elles ont un vrai rôle central dans la prise en main de ce sujet et de construction de programmes agroécologiques pour accompagner les exploitations dans une transformation systémique, dans leur formation, dans la prise en main des enjeux sols qui vont vraiment leur parler. Et voilà, je pense qu'elles ont vraiment leur place à prendre sur ces sujets-là. Donc ça va être un levier important de résilience pour les exploitations de demain, quoi. Un beau défi en perspective. Camille, un tout dernier mot de conclusion, peut-être? Effectivement, si on veut massifier, ce qui est l'objectif de McCain, c'est de massifier les pratiques d'agriculture génératrice, il va falloir qu'on ait une approche globale. Et donc on travaille avec, comme je le disais, les partenaires en fait, des agriculteurs avec lesquels nous travaillons aujourd'hui. Et elle est nécessaire, en fait, cette approche globale, si on veut massifier et justement atteindre nos objectifs. Merci beaucoup à tous les trois pour la grande pertinence de vos propos. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.